les enfants, reprenons notre leçon d'histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Vasco de Gama. La route de l'Inde ouverte par Dias, voici 10 ans. Nous allons reprendre cette route, déjà jalonnée de comptoirs portugais. Nous passerons de nouveau Bonne-Espérance, et cette fois, nous atteindrons l'Inde, par la seule route possible, celle de l'Afrique. Ainsi parlait le roi du Portugal. Le Portugal, c'est la Lusitanie qui borde la mer et voit le soleil descendre dans les flots. Ainsi parlait, là, le poète national, Camoens. Il ajoutait: nos souverains rêvent de rejoindre par le sud le soleil levant, la terre sainte, et de libérer Jérusalem. L'origine et les biens de notre héros d'aujourd'hui, Vasco de Gama, sont trop modestes pour qu'il puisse contester cette volonté de son roi. On lui demande de rejoindre un mirage, il s'y emploie avec ce qu'il faut de foi, mais aussi de réalisme. C'est ainsi qu'il atteint l'Inde en 1498 et qu'il y découvre ce qu'on lui avait demandé de trouver: des chrétiens perdus, oubliés, puis des épices. À l'usage, il y aura davantage d'épices que de chrétiens. L'ambition du souverain portugais s'est-elle avérée démesurée? Gama accompagne la réalité avec d'autant moins de regrets que c'est chaque fois que la faveur royale le renvoie en Inde, il peut arrondir sa pelote. À ses débuts, il avait endossé des habits de chevalier mystique. Il finit lors de son dernier séjour en 1524 en vice-roi, fastueux et organisateur implacable d'une société coloniale. Le héros épique de Camoens a d'abord été un pragmatique. Sanjay Subrahmanyam, bonjour. Bonjour. On vous connaît à la marche de l'histoire. On sait aussi que, natif d'Inde, professeur maintenant à l'Université de Californie à Los Angeles, familier de l'école des hautes études en sciences sociales d'Oxford, vous êtes un homme qui prend à bras le corps le monde du XVe et du XVIe siècle. Vous avez plongé tête baissée pour ce livre sur Vasco de Gama que vous publiez dans sa traduction française, enfin, aux éditions Alma, dans les archives du Portugal. Vous connaissez parfaitement le portugais? Parfaitement, même les Portugais, j'avoue, ne connaissent pas forcément parfaitement le portugais. Alors, non, moi j'ai une certaine connaissance du portugais, mais surtout des archives qui sont pas du tout faciles, parce que c'était des archives très très mal organisées. On se plaint toujours que le tremblement de terre de 1755 a fait des dégâts qui n'ont toujours pas été résolu en quelque sorte, mais en tout cas, c'est pas des archives très évidentes, j'avoue, mais en même temps, il y a là la découverte des mystères, des choses que on peut toujours trouver qui sont complètement pas c'est un pays cataloguées. De mystères, le Portugal. Par exemple, on dit qu'il contribue à l'élargissement du monde avec des moyens modernes, à l'époque qui nous intéresse, autour de 1500 et même des avant. Mais c'est avec des intentions médiévales, nourries du mythe de croisade, l'aventure maritime du Portugal. C'est le mythe de croisade, mais la constitution du territoire même du Portugal, c'était déjà la croisade. Oui, en quelque sorte, parce que il faut rappeler que le Portugal, comme une grande partie de l'Espagne, a été conquis par les musulmans à l'VIIIe siècle. Et donc, après un certain temps, disons, de coexistence, plus ou moins heureuse, les chrétiens ont commencé à prendre le dessus, et donc ils sont partis à la reconquête de ces territoires. Ça a duré très très longtemps dans le cas de l'Espagne. Dans le cas de l'Espagne, ça a duré jusqu'à la fin du XVe. Les Portugais ont réglé leur affaire plus ou moins vers 1250. Alors avec des souverains, le Jean Ier, le Messie de Lisbonne, c'est un surnom qui en dit long. Et puis, vous insistez beaucoup sur le rôle des ordres de chevalerie. Vasco de Gama appartenait à l'un d'eux. Alors nous, en France, on connaît davantage les Templiers, les Hospitaliers. Il en est d'autres plus importants au Portugal. Voilà, il y a trois. Il y a donc l'ordre de Christ qui est en quelque sorte l'héritier des Templiers. L'ordre des Templiers a été supprimé au Portugal comme en France. L'ordre de Saint-Jacques ou de Santiago. Et le troisième ordre, qui est l'ordre d'Avige, qui était celui justement du roi Jean Ier. On dit que l'infant du Portugal, un membre de la famille royale, Henri, le navigateur, qui a participé à l'installation des Portugais en Afrique du Nord, Ceuta
1415. C'est le fondateur d'une école extraordinaire de savants, de cartographes qui fabriquent des portulans et dont les ouvriers vont bientôt fabriquer des caravelles. Vous dites c'est juste le maître d'un ordre de chevalerie. Oh, il est plus que ça. C'est un maître d'un ordre, mais surtout c'est un esclavagiste. C'est quelqu'un qui fait ça et qui a des îles et des plantations de sucre qui sont donc construits sur le dos des esclaves africains. Enfin, vous voulez dire que les ordres de chevalerie sont des entreprises terriennes et commerciales? Oui, voilà. Mais comme on le faisait à l'époque, c'est aussi fait sur des choses qu'on considérait aujourd'hui comme peu cachères, mais à l'époque, c'était comme ça. Jean II, ensuite, le prince parfait. Henri n'a pas été roi, il est mort en 1460. Le prince parfait, Jean II, lui, il prend le trône. C'est un petit royaume, le Portugal, 1 million d'habitants, mais avec de grandes ambitions. En 1481, alors l'ambition, elle est double. L'Afrique du Nord, Ceuta et au-delà, et puis bientôt le contournement de l'Afrique. Voilà, parce que déjà à l'époque de Jean II, les Portugais se sont installés dans les îles de l'Atlantique, les archipels de Madère et des Açores. Ils ont commencé aussi à installer des comptoirs, les feitorias, dans l'Afrique occidentale, et ils vont procéder donc lentement, sans savoir où le continent africain trouve sa fin. Donc, pour découvrir ce qu'est cette espèce de Finistère, mais sans soupçonner combien de temps ça va prendre et combien de milles ou de kilomètres. C'est sous Jean II que Dias parvient jusqu'au cap de Bonne-Espérance et, dites-vous, quand il rentre à Lisbonne en 1488, dans la foule qui l'attend, il y a Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est pas comme Vasco de Gama qui est fidèle à ses souverains, c'est quelqu'un qui a des allégeances multiples. Il a une entreprise. C'est un Génois qui a un beau-père portugais, mais d'origine florentine. On dit aujourd'hui, il y a des Portugais ultranationalistes qui ont décidé que c'était un Portugais. Il y a aucune preuve qui démontre qu'il était un Portugais. C'était pour moi un Génois. Génois, Portugais, Espagnol. Il va chez celui qui accepte le principe de son entreprise. 1492, il s'est mis au service des rois catholiques d'Espagne. Et voici ce qu'on en dit à la cour de Lisbonne. C'est le roi Jean II avec un de ses ministres. Interprétation de Bachelier et Poirier dans Questions pour l'histoire sur France Inter. Une fois les infidèles enfin chassés d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, ce charmant couple, ont estimé qu'ils pouvaient de nouveau tenter de rivaliser avec nous. Le colon, que mon cousin, le roi Jean II, avait refusé d'entendre quand il présentait au Portugal ses projets insensés. Les rois d'Espagne l'ont surtout couvert de promesses illusoires. Le contrat qu'ils ont passé avec cet inconnu avait tout l'air d'une plaisanterie. De quoi armer 3 mauvais bateaux et y mettre de mauvais équipages. Ils l'ont fait amiral. Comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont nommé vice-roi de ce qu'il découvrirait. Et maintenant, après l'avoir fêté à son retour, ils sont bien ennuyés. Le bonhomme revendique. Le bonhomme, comme vous dites, sire, a quand même trouvé une terre. Et même des terres. Mais quelle terre? Certainement pas l'Inde, ni la Chine. Il a trouvé des îles. L'Inde. C'est au-delà de ces îles dont mes cousins d'Espagne ont fait vice-roi un marchand génois. Et c'est autre chose. Il a rapporté quoi, le Génois? Un peu d'or, dont il est incapable de dire où on le trouve, et des indigènes qu'il a costumés en espagnol. Je n'ai pas entendu qu'il ait rapporté des épices, des perles, des pierreries. Il n'est pas allé en Inde. Il a trouvé des îles. Et ce n'est pas l'Inde, non plus que la Chine. La cour de Lisbonne va continuer sur son projet et obtenir un partage du monde sous l'égide du pape en 1494. Et ce projet, il va, Sanjay Subramaniam, être décuplé par le nouveau roi, celui qui succède à Jean II qu'on vient d'entendre, le roi Manuel Ier. Voilà, qui n'était pas censé devenir roi, qui est le cousin du roi, mais le problème c'est qu'il y a toute une série de personnes entre les deux qui ont été soit tuées, parfois tuées par le roi même, comme le duc de Bragance, parfois qui sont morts comme ça. Mais en tout cas, ce duc, qui était le duc de Béja, il se retrouve comme roi. Et quand on arrive sur le trône, alors qu'il y a beaucoup de circonstances contraires, c'est quand même le signe d'une élection divine. C'est pas qu'on a pratiqué l'intrigue et l'assassinat, c'est qu'on est désigné par le doigt de Dieu. Voilà, mais aussi c'était un homme qui avait des yeux bleus, mais qui était presque blanc.
Et il avait des bras qui étaient tellement longs que ça dépassait ses genoux. Donc il pensait aussi qu'il était quelqu'un qui était un peu bizarre physiquement, je veux dire. Les projets sont un peu bizarres parce que il pense qu'avec son bras très long, il va pouvoir toucher le royaume des chrétiens perdus d'Afrique, le royaume du prêtre Jean, s'allier avec eux et contourner comme ça le danger musulman. Voilà, le danger musulman qui pour lui est essentiellement représenté par les sultans mamelouks d'Égypte. Ce qu'il appelle, lui, dans son vocabulaire chrétien, le sultanat de Babylonie. C'est pas le Saddam Hussein, mais c'est quand même le sultanat de Babylonie de la fin du XVe siècle. Parce que le but, c'est Jérusalem. Voilà. Parce que le but des grandes découvertes, c'est Jérusalem, pour Manuel Ier. Voilà, c'est sous le contrôle des Mamelouks. Il s'agit de reconquérir Bethléem et Jérusalem. Je dis Bethléem parce que Vasco de Gama, vous expliquez dans quelles conditions il est choisi par le roi. Vous êtes un as de l'analyse de la politique fractionnelle de la cour de Lisbonne en 1496. Mais il part de Bethléem pour aller à Bethléem. Voilà, c'est ça. Parce que l'endroit où, près de Lisbonne, qui existe toujours, aujourd'hui c'est un bon lieu, ça s'appelle Belém. Et c'est fameux pour ses pâtisseries, ce qu'on appelle les pastéis de Belém. Mais alors, c'est de là, de la Torre de Belém, que les navires vont partir. Et c'est quelque chose avec lequel, par exemple, Camões va jouer dans son poème en disant « On est parti des plages de Belém, Vasco da Gama, entouré par ses apôtres, etc. » On va l'entendre dans un instant, Camões, qui a interprété 3 quarts de siècle après la mort de Vasco de Gama, son expédition. Donc elle part en 1497, elle contourne le cap de Bonne-Espérance. Après, c'est l'inconnu. Alors, vous dites, c'est pas un découvreur, il fait confiance aux guides que les petits souverains des côtes d'Afrique de l'Est lui confient, plus ou moins forcés, pour traverser l'océan Indien. Voilà, parfois confie, parfois en fait ces pilotes sont arrachés avec des menaces. Mais en tout cas, ce sont des pilotes expérimentés et qu'eux savent faire la navigation de l'océan Indien. Tandis que Gama et les pilotes qu'il a avec lui sont assez bien formés pour l'Atlantique. Mais comme le système des vents dans l'océan Indien est tout autre, ils ont besoin d'une espèce de savoir local. Mais qui circulait comme ça dans l'océan Indien en 1498 ? Beaucoup de monde. Avant les Portugais, beaucoup de monde. Avant les Portugais, beaucoup de monde. Comme il y avait donc, par exemple, en Afrique orientale, quand les Portugais vont arriver là-bas, au départ, on pense qu'ils sont des Turcs ottomans, parce qu'ils sont très blancs. Donc manifestement, il y avait des Turcs, il y avait des Arabes, il y avait des gens de Gujarat. On pense que le pilote qu'il a pris pour aller à Calicut était un Gujarati, donc un homme de l'Inde occidentale. Dans la fiction que voici, analyse spectrale de l'Occident, on ne va pas entendre le pilote Gujarati, mais le frère Paulo de Gama, qui commande un des 3 bateaux de cette modeste expédition. Et on arrive en effet en 1498, donc au large de Calicut, sur la côte sud-ouest de votre pays, l'Inde. Des montagnes se lèvent sur l'horizon. Une ville s'étend à leurs pieds. Cette ville, c'est Calicut. Mouille tribord! Les commandants des autres navires sont de mon avis, Vasco. Tu ne dois pas aller à terre. Jamais nous ne t'avons vu si empressé de descendre. C'est qu'ici le succès nous attend, mon frère. Trop de hardiesse peut nuire à nos plans. Mon frère, nous débarquons ici chez les chrétiens. Même si nous sommes chez les chrétiens, la ville regorge certainement de morts. Leurs trahisons ont échoué jusqu'à maintenant. Mais leur intérêt à nous détruire reste aussi violent. Quand bien même je saurais que je dois mourir, je ne laisserai pas d'avoir une entrevue avec le roi de Calicut. Nous voulons garder à notre flotte un chef digne des découvertes que nous venons de faire, Vasco. Je veux m'assurer le moyen de lier avec le roi de Calicut commerce et amitié. Il faut qu'on voie au Portugal la vérité de notre découverte. Je suis le seul à pouvoir traiter. Vasco, tu aventures ta vie. Qu'il en soit ainsi. Oui, les chrétiens, on cherche les chrétiens séparés. Pas seulement les chrétiens qui sont à l'intérieur de l'Afrique, le prêtre Jean, mais les chrétiens qui sont en Inde. Paulo dit à Vasco, tu aventures ta vie. Vous analysez beaucoup cette question de la descente à terre et des précautions qu'il faut prendre en Afrique et en Inde. Oui, parce que la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu ce genre de conversation, parce que Vasco da Gama n'avait jamais envie de mettre pied sur terre en premier. Il voulait toujours envoyer des gens, des exilés,
Parce qu'il avait un certain nombre de criminels, des exilés, ce qu'on appelait à l'époque des degredados. Sur ces navires. Sur ces navires. Ils étaient là comme ça, comme personnes les plus exposées. Voilà. Et aussi, parfois, c'était des gens qui avaient passé du temps en Afrique chez les musulmans. Donc, à ce moment-là, ils avaient encore une autre utilité, c'est-à-dire qu'ils pouvaient parler arabe. Donc, c'était ces gens-là qui débarquaient en premier sur Terre. C'était jamais Vasco da Gama, ni en Afrique orientale, ni en Inde. Mais à Calicut, il tient. Non. À descendre, non. Vasco. Non. C'est toujours un dégradado qui s'appelle probablement João Nunes, qui est le premier à descendre, qui a ce fameux dialogue où il rencontre ces musulmans de Tunis qui demandent « Alors, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» Il dit « Nous sommes venus chercher des chrétiens et des épices. » Et là, les dialogues ont lieu en arabe. Probablement. Oui, et on essaie et manifestement, c'était pas Vasco da Gama qui pouvait donc parler l'arabe. Alors, Vasco da Gama finit une fois le terrain déblayé par descendre. Alors, si vous me le permettez, là, on va, comme dans votre livre, entrer carrément dans le mythe Gama à Calicut en 1498. Je vous propose de voir le récit qu'en fait Camões. Donc Camões a écrit les Lusiades publié les Lusiades dans les années 1570. Ça, c'est la mythologie nationale portugaise. Et puis après, vous entendrez une surprise en italien et en français qui m'a été suggérée par votre livre. À la vue de ce globe, Gama se sentit touché d'admiration et de curiosité. La déesse lui dit alors: « À tes regards, j'offre ici, réduite à de faibles dimensions, l'image du monde. Ainsi tu pourras voir où tu vas, où tu iras, et tout ce que tu souhaites de connaître. Ce qui cerne ce globe rond et sa surface polie, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Nul ne saurait l'entendre, car la science humaine ne s'étend pas jusque-là. » Cette terre qui surgit est à n'en pas douter celle de l'Inde véritable. Alors Gama ne peut se contenir davantage, tant il est joyeux de voir que la terre est connue. Et tombant à genoux, les mains vers le ciel, il rend grâce à Dieu. Tu m'appartieni a me, a me. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Vasco da Gama, ici interprété par Veriano Lucchetti, l'orchestre du Mai musical de Florence, la direction de Riccardo Muti, dans l'opéra L'Africaine. Il descend là, sur une terre qui doit être Calicut, et il chante, cette terre m'appartient, une terre de paradis, c'est un spectacle divin. Il répète cette terre m'appartient. C'est un extrait de l'acte 4 d'un opéra qui a fait un tabac. Professeur Subramaniam, vous en parlez au début de votre livre sur Vasco da Gama, aux éditions Alma, à Paris sous le Second Empire. Voilà, autour de 1865, donc c'était peut-être la dernière de toute une série dont les compositeurs et celui qui a écrit le libretto était hautement connu, Eugène Scribe qui a écrit le libretto et Meyerbeer qui est celui qui a fait la musique. L'auteur des Puritains, un autre grand spectacle à succès de l'époque. Pour de vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ni comme dans Camões, ni encore moins comme dans Scribe, qui s'inspirait d'ailleurs de Camões. Voilà, non, en réalité, c'était plus compliqué parce que Vasco da Gama descend finalement sur Terre, c'est-à-dire une fois que toute cette histoire avec l'exilé s'est passée, et il va lentement arriver à la cour où il va essayer de négocier pendant 3 mois avec les rois, entre mai 1498 et août.
Et finalement, il va repartir assez mécontent parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas eu le contrat et il trouvait que même s'il y avait beaucoup de chrétiens, des chrétiens qui ont été en partie inventés pour lui, il y avait aussi un peu trop de musulmans. C'était qui ces chrétiens? Des chrétiens syriaques? Non, en réalité, on ne pense pas qu'il a vraiment vu des chrétiens syriaques qui existaient bel et bien dans le Kerala. Ça, c'était plus tard. En fait, il pensait que ceux qu'on appellerait aujourd'hui les hindous étaient des chrétiens parce qu'ils n'étaient pas des musulmans. C'est-à-dire que, comme c'est pas une mosquée, le temple... Voilà, c'est une église. C'est quand même un peu bizarre, professeur Subramaniam, ces vierges qui ont des formes de déesses. Voilà, et ces saints qui ont 4 bras et les dents qui sont un peu trop longs pour des saints normaux, mais voilà. Bon, mais le roi Manuel, qui attend le retour, lui-même à Lisbonne, a le bras très long. Alors le retour se fait, non sans difficulté, mais quand Vasco de Gama arrive en 99, même avant qu'il n'arrive, le roi est déjà sur les chardons ardents. Il raconte à l'Europe entière les merveilles qu'il est en train de commettre pour le bien du Seigneur. Et coqueluche à la cour de Lisbonne, un juif converti qui a été cueilli au passage au retour, va raconter aux courtisans ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, c'est un juif ashkénaze apparemment qui on ne connaît pas son vrai nom, mais il a été baptisé et on lui a donné le nom Gaspard parce que c'est un des rois mages. Et alors donc il va revenir plus tard avec son fils qui s'appelle Balthazar. Voilà. Et alors donc ils vont raconter au roi de Portugal et à la cour tout ce qu'ils avaient envie d'entendre, c'est-à-dire qu'il y a une Inde pleine de chrétiens. On peut dire maintenant qu'il va y avoir 2 courants à la cour de Lisbonne qui a toujours été, vous le décrivez bien, extrêmement divisé. Il y a le courant réaliste que continue d'incarner Gama, qui va capitaliser sa légende, recevoir une rente, une seigneurie. Enfin bon, le roi ne donnera pas nécessairement ses promesses. Et puis un courant, millénariste qui continue de croire, surtout avec ces récits merveilleux qui ont été faits, que Jérusalem est au bout de l'Inde. Et ce courant millénariste, c'est Cabral et Albuquerque, on peut dire ça? Surtout Albuquerque, qui est devenu gouverneur en 1509 et donc qui a voulu à la fois s'emparer de Jérusalem, mais c'est aussi important de rappeler qu'il a voulu détruire la Mecque et donc détruire les lieux saints des musulmans. Oui, c'était un des objectifs, parce que la Mecque, on imaginait que dans le Kaaba, il y avait la tombe de Mahomet. Qu'il y avait, la momie de Mahomet. La momie de Mahomet. Et puis il y a le courant donc réaliste et pragmatique, celui de Gama, à qui on fait appel à la cour quand c'est nécessaire. Il va par exemple faire une seconde expédition en 1502-1503. Alors là, il est amiral des mers d'Arabie, de Perse, d'Inde, etc. Et puis l'expédition est beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche et beaucoup plus violente. Violente. Oui, alors moi je vais vous faire entendre ce qu'on entend souvent sur les scènes françaises maintenant, heureusement, le soulier de satin de Claudel, c'est la scène de départ, l'annoncier. On voit même le soulier de satin sur les écrans, porté au cinéma par un grand cinéaste portugais, Manuel de Oliveira. Et là, vous avez une image des découvertes. Ça se passe pas dans l'océan Indien, mais dans un autre océan où la vérité occidentale établie, c'est que les pirates, c'est les autres, et les victimes, ce sont les chrétiens. Fixons, je vous prie, mes frères, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique, qui est à quelques degrés au-dessous de la ligne, à égale distance de l'ancien et du nouveau continent. Nous allons parfaitement bien représenter ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates sur ce pauvre bâtiment espagnol aurait précisément l'idée de ce mât avec ses vergues et ses agrès tombés tout au travers du pont, de ces canons culbutés, de ces écoutilles ouvertes, de ces grandes taches de sang et de ces cadavres partout, spécialement de ce groupe de religieuses écroulées l'une sur l'autre. Au tronçon du grand mât est attaché un père jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme il suit. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché, mais c'est lui qui va parler. Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas
qui est le plus beau. Et puis c'est ce qu'on ne voit pas aussi qui est souvent le plus intéressant. On ne sait pas que Vasco de Gama a commis lui aussi des actes de piraterie. Piraterie, non, techniquement, parce qu'il c'était quelqu'un qui n'était pas un homme libre, c'était un employé du roi. Oui. Et normalement, les pirates sont des hommes qui fonctionnent à leur propre compte. On a entendu ici le récit d'un assaut contre un bateau chrétien. Le Miri a été assailli par Vasco de Gama pendant cette deuxième expédition que nous évoquions. Voilà, c'est un bateau de pèlerin qui revient donc de la Mecque, ou plus exactement de la mer Rouge, et qui est donc attaqué par lui en octobre 1502. Et c'est assez surprenant parce que plutôt que de prendre l'argent et l'or des gens qui étaient sur ce bateau, il a préféré couler le bateau avec tous ces gens, les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est un acte qui a même choqué les gens qui étaient dans sa flotte. Vous racontez qu'un médecin occultiste français qui était persuadé au XXe siècle d'être une réincarnation de Vasco de Gama entendait chaque nuit les cris des victimes du Miri. Vous accordez beaucoup d'importance vous-même à cette affaire. Oh oui, mais il faut quand même lire ce texte d'occulte du docteur Francis Lefebvre, je pense, qui avait ce genre d'imagination hyperactive, mais néanmoins. Le troisième séjour plus tardif, en 1524, est marqué aussi par un caractère implacable. Alors là, il n'est plus seulement amiral, il est aussi vice-roi. Le roi l'a fait comte, ce qui est très rare à la cour de Lisbonne. Et vous le décrivez, Vasco de Gama, comme quelqu'un entouré d'un grand faste qui met beaucoup d'ordre dans une société qui ne rêve plus à Jérusalem et qui s'organise pour la colonisation des comptoirs. Colonisation fragile, temporaire, et pour le commerce des épices. Voilà, mais là encore c'est intéressant parce qu'il y a encore une fois deux projets. Il y a le projet de Gama qui est une espèce de colonisation restreinte avec le commerce laissé dans les mains des nobles. Tandis que le roi, maintenant que c'est le roi Jean III, il songe encore à une colonisation plus vaste. Et en fait, c'est ce deuxième projet qui va prendre le dessus parce qu'on sait que finalement les Portugais sont allés en Chine, au Japon, tandis que Vasco de Gama voulait restreindre l'Empire portugais à quelques comptoirs. Allez, encore un rêve. Dans le rêve, il y a Jérusalem, il y a la Chine, puis il y a aussi ce qu'on appelle le lusitanisme, vous savez, le mixte sexuel et musical entre l'Afrique, l'Inde. Porto velo, zalo. Imudia Kali refa sota Adiós corcovero Zalo Imudia Kali refa sota. Comme c'est beau, nous disent de l'autre côté de la vitre notre réalisateur Jacques Sigal et à la technique Jean-Philippe Jeanne et Michel Thomas. Vous voyez les échos de l'âme collective portugaise. Votre ironie, professeur Subramaniam, doit légèrement agacer les Portugais. Votre Vasco de Gama, là, tel qu'il vient d'être traduit en français, Myriam Denehy, édition Alma, à la fin des années 90, quand il est arrivé au Portugal. Oui, légèrement, pas tous les Portugais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour chez les Portugais aussi. Mais il y avait certains qui trouvaient qu'il ne fallait pas rigoler avec l'héros national, ça c'est sûr. Ce que j'appelle l'âme collective portugaise, vous appelleriez ça volontiers l'autarcie culturelle portugaise? Voilà, il y a aussi cet aspect-là, et il ne faut quand même pas oublier que le Portugal, à la fin du XXe siècle, sans la menace de la communauté européenne, sans la menace d'un Brésil qui a beaucoup plus de pouvoir que le Portugal. Et voilà, donc c'est un moment délicat. Alors dites, vous partez au festival Étonnant Voyageurs, on y retrouve des émissions de France Inter, Paula Jacques dimanche, Colombe Schneck samedi. N'oubliez pas mes recommandations, pas trop d'ironie. Ce sont des sociétés commerciales que les Malouins menaient outre-mer et non pas des entreprises esclavagistes, professeur Subramaniam. Bon voyage et bon retour en Californie après Étonnant Voyageurs. Il est 14h, vous écoutez France Inter.